Une tranche est un module d'entrée-sortie composé d'une carte mère qui contient plusieurs sous-ensembles modulaires, une carte pour la section dynamique, une autre pour les traitements fréquentiels, etc. Lorsque la console est en mode enregistrement, le signal entre dans le channel, passe par le grand fader VCA, puis arrive à la matrice de routing où il est dirigé vers le bus de groupe choisi dont la sortie est reliée à une entrée du multipiste. Avec une série de ratios allant de 1:1 à infini pour 1, le compresseur limiteur est de type softNI. Ses constantes de temps comprennent deux modes d'attaque, fast avec 20 dB de réduction de gain en 3 millisecondes et programme control dont la rapidité variable entre 3 et 30 millisecondes dépend du signal entrant, qu'il s'agisse d'une transitoire ou d'un son plus soutenu. Pour plus de clarté et pour éviter toute confusion lors de l'utilisation, SSL a différencié les modules par la couleur de leurs boutons. Le module original 82E02 installé sur les consoles de la série E est surnommé Brown EQ en raison de la couleur marron des potentiomètres de sa section LF, comporte 4 bandes d'égalisation. Deux d'entre elles, les HF et LF, sont semi-paramétriques et disposent de commutateurs bell shelf, tandis que les deux autres, haut et bas médium, sont totalement paramétriques avec boost, cut, fréquence et Q variable. Maintenant que tu comprends ce qu'est le facteur qualité, penchons-nous sur la différence entre Q constant et Q proportionnel. Un Q constant signifie que le facteur qualité reste le même à Gmax-3 dB, quel que soit le réglage du gain. Dans cette configuration, le facteur qualité reste constant, mais la bande passante en dessous de Gmax-3 dB augmente avec le gain. Elle est constante uniquement à 3 dB en dessous du pic de résonance. Donc là, je vais jouer avec le seuil. On va voir que quand le signal passe au-dessus du seuil, le gate s'ouvre. Bon, c'est le fonctionnement classique. Et là, le seuil en rouge, c'est celui qui fonctionne avec la fermeture du gate. Ensuite, j'utilise la bande des hauts médiums pour zoomer sur les consonnes sifflantes, donc les S. Je peux écouter uniquement le signal du sidechain pour trouver la fréquence précise que je cherche, généralement autour de 6 kHz pour les sifflantes. Troisième. Donc la seconde harmonique par rapport à la fondamentale, c'est un octave au-dessus. Donc ça enrichit le son de façon subtile et harmonieuse. Salut, c'est Willy. Aujourd'hui, on va parler des consoles SSL, le temps d'un café. Fondée en 1969 par l'anglais Colin Sanders, Solid State Logic, dont le nom fait référence aux technologies basées sur les matériaux semi-conducteurs, était initialement spécialisée dans la conception de systèmes de commande à transistors pour orgues d'église. La petite entreprise prospère, mais Colin, passionné de musique, enregistre et produit des artistes locaux pendant son temps libre. C'est ainsi qu'il crée le label Acorn Records, qui deviendra plus tard Acorn Studios, situé dans le petit village de Stonesfield, près d'Oxford, en Angleterre. Génie autodidacte de l'électronique, Colin élabore et assemble son propre matériel audio en mode bricolage. Alors que dans les années 70, son studio se développe, la nécessité d'acquérir une console le pousse initialement à concevoir ce qui deviendra la première version d'une longue lignée. Colin recrute Paul Bamborough, un ami de lycée spécialisé en informatique, et après une intense période de recherche et développement, un prototype de console est enfin assemblé. Présentée à la 56e convention de l'AES à Paris en 1977, la SL4000A voit le jour avec seulement 2 unités construites et vendues. Cependant, le concept est novateur et après plusieurs améliorations, notamment au niveau des possibilités de routing, une nouvelle version, la SL4000B, est mise sur le marché de l'audio professionnel. Combinant une architecture inline avec un ordinateur de bord permettant l'automatisation de fader VCA et le contrôle du multipiste, la console est dotée d'un module de traitement dynamique sur chaque canal, du jamais vu à l'époque. Bien que peu d'unités soient fabriquées et vendues, la console est adoptée par quelques clients importants, notamment le studio londonien The Townhouse, dans lequel officient des pointures telles que l'ingé Hugh Padgham et le producteur Steve Lillywhite, qui vont s'approprier la machine et lui donner ses lettres de noblesse avec des artistes comme Peter Gabriel ou Phil Collins. Le succès international et l'entrée dans la légende viennent rapidement après l'arrivée de la nouvelle version, la SL4000E en 1979, suivie de l'ajout de la fonctionnalité Total Recall en 1981. Voilà. Grâce à cette innovation, il était possible pour la première fois de sauvegarder et de rappeler tous les réglages de la console. Offrant une flexibilité et une efficacité sans précédent, la série 4000E, suivie de la version G en 1987, deviendra de facto le nouveau standard de l'industrie du disque et le restera pour plusieurs décennies. Bien que beaucoup préfèrent les consoles Nive pour l'enregistrement,
Les capacités d'automatisation, de recall, de routing ainsi que leur ergonomie et leur son punchy et agressif font des SSL le choix numéro 1 pour le mixage. Adopté par toute une génération de producteurs et d'ingénieurs séduits par cette approche résolument moderne pour l'époque, SSL entre dans la légende. En 1996, le magazine américain Billboard annonce que la console est utilisée sur 83% des singles numéro 1 de la même année. Cet épisode n'est pas un guide d'utilisation complet, je propose plutôt de faire le tour de quelques points clés afin de comprendre la philosophie sur laquelle repose le fonctionnement de ces consoles. Cela permettra de mieux appréhender les différentes émulations en plugin, notamment celles proposées par Solid State Logic. Alors pour commencer, nous allons devoir expliquer quelques termes et concepts. Les SL4000 sont de conception inline avec 4 sorties principales et un système de routing flexible à 32 bus. Alors d'accord, mais qu'est-ce qu'une configuration inline ? Il existe plusieurs types de consoles de studio dont l'architecture varie en fonction de la manière dont le signal est routé pour l'enregistrement et la lecture sur le magnéto multipiste. De manière très simplifiée, on dira que le chemin emprunté par le signal qui entre dans la console et part vers le multipiste afin d'être enregistré est appelé channel. Le chemin emprunté par les signaux provenant des sorties du multipiste et entrant dans la console pour en permettre l'écoute est appelé monitor. Donc regarde, les sources sont captées par des micros qui transforment les vibrations de l'air en signaux électriques. Ceux-ci entrent dans la console et traversent les channels. Ensuite, ils ressortent par les sorties direct out de chaque voix qui sont connectées aux entrées des différentes pistes du magnéto où ils seront enregistrés. On appelle le signal empruntant ce trajet le to-tape, c'est-à-dire celui qui va vers le magnétophone. Une fois les enregistrements effectués, il faudra les relire. Les sorties du magnéto sont reliées aux entrées lignes de la console, mais cette fois les signaux passent par le circuit monitor, où leurs volumes respectifs peuvent être équilibrés avant qu'une sommation soit faite, c'est-à-dire une réduction de X pistes à 2 voix, une droite et une gauche, qui iront d'une part vers un magnéto 2 pistes stéréo pour être enregistré, et d'autre part vers la section de monitoring pour permettre une écoute de contrôle. Le signal relu par le multipiste après avoir été enregistré est nommé le front tape, c'est-à-dire qui provient du magnétophone. Dans ce contexte, on a 3 configurations possibles, les principes de fonctionnement split, split monitor et inline. En split, c'est l'utilisateur qui décide quelles tranches seront dédiées au channel et au monitor. La console sera donc séparée ou splittée en 2 parties distinctes, bien qu'au départ, toutes les tranches soient identiques. En revanche, une console qui fonctionne en split monitor comporte une section dédiée au retour magnéto, mais celle-ci est simplifiée par rapport au reste des tranches. De plus, il est impératif de recabler les entrées et sorties chaque fois que l'on veut passer d'une utilisation en enregistrement à une configuration de mix. Le principe de fonctionnement des consoles SSL est inline. Le channel et le monitor sont sur la même tranche, ce qui permet d'utiliser les mêmes outils de traitement sur les deux. Chaque voix est donc équipée de 2 faders, un grand et un petit. Il existe 2 modes principaux de fonctionnement selon que l'on enregistre ou que l'on soit en mixage et on peut passer de l'un à l'autre sans toucher au câblage, ce qui est un avantage conséquent par rapport aux 2 autres configurations. L'architecture des consoles SSL est modulaire, ce qui signifie qu'une tranche défectueuse peut être rapidement remplacée ou que l'égaliseur de cette même tranche peut être changé par un autre de type différent. Une console est donc composée de plusieurs modules tels que les modules d'entrée-sortie et le module master. Une tranche est un module d'entrée-sortie composé d'une carte mère qui contient plusieurs sous-ensembles modulaires, une carte pour la section dynamique, une autre pour les traitements fréquentiels, etc. De même, le module master comprend divers éléments dont le quad-bus compressor, tant révéré de nos jours. Chaque module d'entrée-sortie est composé de 6 éléments clés qui définissent les 2 chemins distincts empruntés par le signal, un pour le channel et un pour le monitor. Nous avons donc 2 entrées, 2 faders et 2 sorties dont les interconnexions sont déterminées par le mode de fonctionnement de la console, soit en mode enregistrement, record ou replay pour les overdubs, soit en mode mixage. Les 6 éléments clés qui composent le trajet du signal sont la section d'entrée du channel, le grand fader, la matrice de routing, la section d'entrée du monitor, le petit fader et le contrôle du pan pour le quad bus. Comme je te l'ai déjà dit, le mode de fonctionnement de la console modifie le trajet du signal afin de pouvoir passer facilement de l'enregistrement au mixage. Alors, observe le schéma. Lorsque la console est en mode enregistrement, le signal entre dans le channel, passe par le grand fader VCA, puis arrive à la matrice de routing où il est dirigé vers le bus de groupe choisi dont la sortie est reliée à une entrée du multipiste. Le signal de retour entre dans la section monitor par 2 entrées distinctes,
L'une reçoit ce qui arrive directement du groupe, c'est le signal to tape qui part vers le multipiste. On peut l'entendre en sélectionnant Ready Group. L'autre entrée reçoit le retour du magnéto, donc le signal from tape. Pour l'écouter, il faudra choisir Ready Tape. De là, le signal poursuit son chemin dans le monitor vers le petit fader, puis vers le quad pan et enfin le bus master. Il est possible d'inverser cet ordre afin d'avoir le petit fader sur le channel et le grand fader sur le monitor, permettant ainsi d'utiliser les fonctions d'automatisation des faders VCA lors de la mise à plat en fin de séance. De même, les traitements fréquentiels et dynamiques peuvent être placés soit sur le channel, soit sur le monitor, et l'ordre dans lequel ils sont appliqués peut être modifié. Regardons la synoptique et suivons le trajet du signal afin de bien comprendre. Le signal entre par les mic inputs, où l'on voit notre alimentation fantôme, le gain d'entrée et le switch pour inverser la polarité. Ensuite viennent les blocs de traitement dynamique et fréquentiel. On voit bien ici que le compresseur gate peut être placé pré ou post-EQ et que la section filtre placée par défaut après l'égalisation peut être déplacée à l'entrée du channel, ce qui permet son utilisation à l'enregistrement avant tout autre traitement. Cette section peut aussi être reliée à l'entrée sidechain du compresseur, ce qui nous donne l'avantage de limiter son action à une bande de fréquence choisie. Prenons un moment pour nous concentrer sur le channel VCA et le grand fader. Un VCA est un amplificateur contrôlé en tension. Cela signifie qu'une tension de contrôle est appliquée au VCA qui ajuste ensuite son gain en fonction de celle-ci. Il est important de comprendre qu'aucun signal audio ne transite par le grand fader. Celui-ci envoie une tension continue vers le VCA ainsi que vers l'ordinateur de bord qui peut stocker les mouvements du fader sous forme de valeurs de tension. Ces valeurs peuvent ensuite être renvoyées vers le VCA pour en contrôler le gain. Et grâce à ce système, les changements de volume peuvent être automatisés sans avoir recours à des faders motorisés, car ce sont les tensions de contrôle qui sont stockées puis relues. Au cœur de ce système, on trouve les VCA DBX202C, surnommés Gold Can. Ce sont des circuits discrets dont les composants individuels sont montés sur un circuit imprimé, protégé par un boîtier en aluminium doré, d'où leur nom. Ces modèles de VCA ont un impact sur le signal en termes de coloration, ce qui peut être perçu comme positif ou négatif selon les points de vue et les utilisations. Néanmoins, ils seront remplacés par des circuits intégrés, plus performants, dans les consoles de fabrication plus récentes. Il est à noter que le module master utilise un seul VCA par canal pour contrôler le bus master, le compresseur et la fonction auto-fade. Ceci est possible grâce à un montage astucieux basé sur des VCA de substitution placés dans le circuit sidechain. La topologie du compresseur étant de type feedback, le signal dirigé vers le circuit sidechain afin de contrôler le niveau du signal principal doit être prélevé après le dispositif de contrôle du gain, donc le VCA. Mais le VCA principal est aussi utilisé par le master fader et l'autofade. Sans les VCA de substitution, il serait impossible pour le compresseur d'agir en mode pré-fader, c'est-à-dire sans que les mouvements du fader master n'affectent le signal utilisé dans la boucle de rétroaction pour le contrôle du gain. Le signal du sidechain passe par les VCA de substitution, est ensuite traité par les circuits de ratio, d'attaque, de release et de seuil. Il en résulte une tension de contrôle qui est appliquée simultanément au VCA principal et au VCA de substitution, respectant ainsi une topologie feedback et permettant un contrôle du gain pré-master fader, tout en évitant que le signal principal ne passe par deux VCA en cascade. Poursuivons le trajet du signal jusqu'à la matrice de routing. À ce point, le signal peut être envoyé soit vers le bus master, le quad bus, soit vers les sorties de groupe connectés aux multipistes. Pour être routé de la sorte, le signal doit passer par des bus. Alors le terme bus désigne un chemin qui s'étire le long de la console et qui collecte les signaux des tranches qui y sont reliés via des connexions effectuées à travers la matrice de routing. On voit ici que la console possède 32 bus correspondant à 32 groupes, qu'ils sont reliés à un circuit d'amplification et que le bus master est composé de 4 bus, left front, left back et right back, d'où le terme quad bus. Placé après le contrôle du pan, ceci dirige le signal vers le module master, puis vers les sorties principales et la section de monitoring. Il est possible de contourner les circuits du pan, de la matrice de routing et de l'amplification des groupes en utilisant un trajet où le signal est prélevé en sortie du VCA ou du petit fader pour arriver directement aux sorties de groupe. C'est ce qu'on appelle la sortie directe ou direct out. Cela permet d'éliminer l'influence que ces circuits peuvent avoir sur le signal et de bénéficier d'une plus grande transparence lors de l'enregistrement. Le trajet du monitor commence aux entrées magnéto, passe par les traitements fréquentiels et dynamiques, alors à condition qu'on ait choisi de les appliquer au monitor.
Ensuite, il passe par le petit fader qui, lui, est un véritable fader audio se comportant comme une résistance variable. Le signal transite ensuite par le contrôle de panne du quad bus avant d'arriver au master. Donc, la différence entre le mode rec et le mode mix est que dans le premier, les channels sont routés vers le multipiste et les retours magnéto passent par le monitor, tandis que dans le second, les sorties du multipiste sont connectées au channel et routées vers le quad bus, les petits faders pouvant servir d'entrée supplémentaire. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les possibilités de routing et le signal flow de la console, mais passons maintenant au module de traitement. Outre leur capacité de routing, d'automatisation et de recall, les consoles SSL possèdent un atout majeur qui peut sembler évident aujourd'hui. Chaque tranche est équipée d'un module de traitement dynamique comprenant un compresseur et un noise gate capables de travailler indépendamment l'un de l'autre. Avec une série de ratios allant de 1:1 à infini pour 1, le compresseur limiteur est de type soft-knee. Ses constantes de temps comprennent deux modes d'attaque, fast avec 20 dB de réduction de gain en 3 millisecondes et programme control dont la rapidité variable entre 3 et 30 millisecondes dépend du signal entrant, qu'il s'agisse d'une transitoire ou d'un son plus soutenu. Doté d'un make-up gain automatique, le module ajuste le signal en sortie en fonction de la quantité de compression appliquée. Pour en savoir plus sur les concepts de soft-knee, programme control ou constante de temps, je te recommande vivement de regarder les épisodes 12 et 16 de la série Tout comprendre le Tandem Café. L'expander gate est de conception classique à ceci près qu'il intègre une fonction d'hystérésis variable au contrôle du seuil. Pour expliquer simplement, alors que le seuil détermine la valeur au-dessus de laquelle le gate laisse passer le signal, l'hystérésis fixe la valeur à laquelle le gate se referme. En gros, c'est un deuxième seuil en dessous duquel le signal ne passera plus. Cela est utile pour éviter de tronquer la fin d'un son et fonctionne comme une sorte de gabarit permettant au signal de fluctuer entre une valeur haute et une valeur plus basse sans que le gate ne se referme. Pour en revenir à la fonction d'hystérésis variable du module dynamique, celui-ci augmente automatiquement la valeur d'hystérésis à mesure que le seuil est abaissé. Déclinés sur chaque tranche, ces modules de traitement font des consoles SSL un outil puissant et flexible, devenu rapidement incontournable en mix. Comme nous l'avons vu plus tôt, les consoles SSL ont une structure modulaire. À partir de 1983, plusieurs modules d'égalisation ont fait leur apparition. Grâce à leur nature interchangeable, ces modules pouvaient être intégrés aux consoles selon les besoins des acheteurs. Pour plus de clarté et pour éviter toute confusion lors de l'utilisation, SSL a différencié les modules par la couleur de leurs boutons. Le module original 82E02 installé sur les consoles de la série E est surnommé Brown EQ en raison de la couleur marron des potentiomètres de sa section LF, comporte 4 bandes d'égalisation. Deux d'entre elles, les HF et LF, sont semi-paramétriques et disposent de commutateurs bell shelf, tandis que les deux autres, haut et bas médium, sont totalement paramétriques avec boost, cut, fréquence et Q variable. Les filtres passe haut et passe bas sont du deuxième ordre avec une pente de 12 dB par octave. Considéré comme moins lisse que les versions ultérieures, le Brown EQ est apprécié notamment pour le traitement des batteries et des basses. Cependant, il présente une caractéristique problématique. Les filtres restent actifs en permanence et le signal transite par leur circuit même lorsqu'ils ne sont pas utilisés. C'est probablement la raison pour laquelle la pente est fixée à 12 dB par octave, ce qui limite le problème. Il se dit pourtant que certains ingénieurs du son ont observé que le simple fait d'activer le module d'EQ avait une influence sur les basses fréquences. Quoi qu'il en soit, du fait de la particularité de ce circuit, le signal subit des altérations et des rotations de phase, et c'est donc le prix à payer pour ne serait-ce qu'un simple boost d'1 dB sur une bande de fréquence. Ce défaut fut corrigé avec l'introduction du module 242 surnommé Black EQ dont les filtres peuvent être désactivés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Développé avec la participation de Sir George Martin, le Black EQ est devenu le module le plus populaire et recherché, bien que ses débuts aient suscité des avis partagés. Il reste similaire à la version Brown, mais présente quelques différences notables comme son filtre passe haut avec une pente de 18 dB par octave et un cut boost de plus ou moins 18 dB contre 15 dB pour la version Brown. Plus précis, avec un son plus propre et plus ouvert que son prédécesseur, le Black EQ est particulièrement apprécié pour le traitement des guitares et des voix, ainsi que pour sa capacité à gérer les basses fréquences de manière agressive avec très peu de distorsion. Un autre module beaucoup plus rare est l'EQ Orange 82E132,
Variation du Brown EQ, il est conçu pour répliquer les caractéristiques des égaliseurs passifs à lampe Pultec, mais il n'a été produit qu'en très peu d'unités. Le Black EQ étant le dernier des modules de la série E, le module 292 surnommé Pink EQ fait son apparition avec la série G en 1987. Adoptant une approche différente des autres versions, ce module s'inspire fortement du Focusrite ISA 110, basé sur des circuits Neve qui avaient généré un enthousiasme considérable lors de son lancement en 1986. La principale distinction entre les modules 242 et 292, outre la disparition du switch Bell sur les bandes HF et LF, réside dans l'utilisation de réglages de Q proportionnels, à l'instar du Focusrite, au lieu du Q constant des versions antérieures. Pour comprendre de quoi on parle ici, il nous faut faire un petit détour théorique. Ce que l'on nomme Q ou Q est le facteur de qualité du filtre, c'est-à-dire sa capacité à discriminer les fréquences avec plus ou moins d'efficacité. En d'autres termes, plus la valeur Q est élevée, plus le filtre est sélectif. Pour un filtre en cloche, le facteur Q est calculé à Gmax moins 3 dB, c'est-à-dire 3 décibels en dessous du gain maximum du filtre. Par exemple, si Gmax est fixé à plus 6 dB, on calcule le Q à plus 3 dB. Sachant cela, on peut définir le facteur qualité comme le rapport entre la fréquence centrale d'un filtre et sa bande passante, elle-même définie par la différence entre les fréquences où la réponse du filtre est à moins 3 dB de la réponse maximale. La formule est donc Q égale FC sur B, où FC représente la fréquence centrale et B la bande passante à moins 3 dB du pic de résonance. Donc, pour une fréquence centrale de 1000 Hz et une zone à Gmax moins 3 dB allant de 950 Hz à 1050 Hz, on calcule d'abord la bande passante en faisant 1050 moins 950, ce qui nous donne 100. On applique ensuite la formule, donc Q égale 1000 sur 100 égale 10. Le facteur Q est égal à 10. En résumé, plus le Q est élevé, plus le filtre est sélectif et cible une zone étroite, réduisant ainsi la bande passante. A l'inverse, plus le Q est faible, moins le filtre est sélectif et plus la bande passante est large. On utilise un Q élevé pour des traitements ciblés, souvent soustractifs, par exemple pour atténuer une fréquence résonante sur une caisse claire sans trop affecter le timbre du son. En revanche, un Q faible signifie qu'on travaille sur une plus grande plage de fréquences pour traiter le signal de manière plus globale. Maintenant que tu comprends ce qu'est le facteur qualité, penchons-nous sur la différence entre Q constant et Q proportionnel. Un Q constant signifie que le facteur qualité reste le même à Gmax moins 3 dB, quel que soit le réglage du gain. Dans cette configuration, le facteur qualité reste constant, mais la bande passante en dessous de Gmax moins 3 dB augmente avec le gain. Elle est constante uniquement à 3 dB en dessous du pic de résonance. Pour un système à Q proportionnel, la valeur Q augmente proportionnellement au gain appliqué au signal. Cela permet un traitement plus ciblé avec des valeurs de gain importantes et un effet plus global avec des gains plus faibles. De façon plus imagée, avec un Q constant, plus le gain augmente, plus la base de la montagne s'élargit, tandis que l'inclinaison des pentes reste la même. En revanche, avec un Q proportionnel, la base reste constante et seule l'inclinaison des pentes change. Si tu veux progresser en mix et en prise de son, va vite télécharger mes fiches du French remplies d'informations cruciales pour t'aider à devenir un ninja du son. Tu trouveras les liens dans la description de la vidéo. Pour m'aider à ton tour, donne un like, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être averti quand je poste une nouvelle vidéo. Et si tu veux payer ton café, t'as le lien Tipeee pour faire un tip. Bon, allez, finis ton café. Après toute cette théorie, on passe à la pratique. Non, je ne suis pas employé par SSL pour promouvoir leurs produits. Je les utilise dans mon travail de tous les jours et donc j'ai envie d'en parler. Après, si tu veux acheter un pack de plugins et que tu utilises les liens Thomann dans la description de la vidéo, bien sûr, ça aide la chaîne. Et pour ça, je te dis merci. On va observer et écouter la différence entre un Q constant et un Q proportionnel. Regarde bien la base de la montagne et l'inclinaison de ses pentes. On voit bien que quelle que soit la valeur de gain, le Q reste le même. On continue avec le Q proportionnel. Cette fois, on constate rapidement que plus le gain baisse, plus la valeur Q augmente. Alors, ça signifie que pour de légers cuts, on aura du mal à être très sélectif, mais l'action du filtre semble plus progressive et naturelle à l'oreille. Mon
je vais te montrer comment fonctionne l'hystérésis. 10, 10, l'hystérésis, 10, 10, l'hystérésis. Alors j'ai un gate sur ma piste de drum room. Je vais la mettre en solo. Voilà. Donc là je vais jouer avec le seuil. Donc on va voir que quand le signal passe au-dessus du seuil, le gate s'ouvre. Bon, c'est le fonctionnement classique. Et là, le seuil en rouge, c'est celui qui fonctionne avec la fermeture du gate. Et on voit qu'il ne se ferme que lorsque le signal passe en dessous de lui. La distance entre ces deux seuils, le vert et le rouge, c'est ce qu'on appelle l'hystérésis. Mets un casque car on va essayer d'entendre les différences de couleurs entre les EQ brown, black et orange. Donc ce qui compte ici, ce n'est pas de savoir si l'action de l'EQ embellit le son, mais plutôt de comprendre les différences entre les versions. Je te laisse écouter. Ici, on va voir comment ajouter de l'attaque à ton kick en utilisant le gate. Donc j'allume la section dynamique. Donc l'idée, c'est d'utiliser une attaque rapide, un range au maximum et de jouer avec le seuil et le release. Donc mets ton seuil au maximum et baisse-le petit à petit jusqu'à ce que tu entendes un clic au début de chaque coup de kick. Ajuste le release et le seuil pour un rendu aussi naturel que possible. Alors ce petit clic peut t'aider à pallier un manque d'attaque en mix. Petite astuce bien pratique. Alors ici, sur ma piste de snare top, j'ai beaucoup de reprises de charlet et de kick. Et donc le but, c'est de placer la section filtre dans le sidechain de la section dynamique pour limiter l'action du gate à une bande de fréquence. Donc en gros, je vais filtrer le signal qui active le gate en amont, mais pas le signal principal. Donc je vais couper du bas et du haut pour ne laisser passer que la bande de fréquence qui m'intéresse, dans ce cas celle qui correspond à ma caisse claire. De cette façon, je me débarrasse du charlet en filtrant dans le haut du spectre et du kick en coupant dans le bas. Et voilà. Alors, mon ami, my friend, l'intérêt d'une tranche de console, c'est qu'on a tous les outils de base sous la main, les filtres, EQ, compression, gate, tout ça bien ordonné. Du coup, ça nous permet d'avoir un workflow fluide et intuitif.
Allez, on y va, je te laisse écouter et regarder. Là, je rééquilibre un peu ce que j'ai filtré dans les basses et creusé dans les bas médiums, en remontant légèrement les fréquences fondamentales. Je vais ajouter un peu de compression pour obtenir un rendu plus solide et stable au niveau des dynamiques. On verra ça un peu plus en détail tout à l'heure. Il est important de noter qu'avec ce plugin, monter le fader ne se résume pas simplement à augmenter le niveau. Ça entraîne aussi l'apparition de distorsions harmoniques, ce qui peut enrichir, colorer le son de manière subtile. Donc voilà, on arrive rapidement et de manière assez intuitive à une base de travail solide pour continuer notre mix. La toquante se pose Ok, on va appliquer le même traitement sur la voix. Durer des heures. Désormais, les aiguilles qui me montrent sont de lumière et de chaleur. Elle crayonne, annonce la couleur, que le temps n'est plus au labeur. Désormais, il s'étire. Ici, je coupe légèrement autour de 4000 Hz pour adoucir un peu et ça va me permettre d'éviter un son abrasif lorsque je vais booster les aigus avec le shelf. On ressent les sentiments mesurent le moment. On ressent les sentiments mesurent le moment. Un beau jour, il était encore une fois bon de se perdre droit devant. La toquante se pose une seconde, les minutes peuvent durer des heures. Désormais, les aiguilles qui me montrent sont de lumière et de chaleur. Elle crayonne, annonce la couleur, que le temps n'est plus au labeur. Désormais, il s'étire, il s'étale, il se tartine sur du beurre. On ressent les sentiments
Avec la compression, on remonte un peu les fréquences fondamentales de la voix, en plus d'avoir un rendu un peu plus uniforme et punchy. Les sentiments mesurent le moment. La toquante se pose. Cette fois, j'utilise le compresseur comme un déesseur. On va écouter le résultat, puis je te montre comment faire. La toquante se pose une seconde. Les minutes peuvent durer des heures. La toquante se pose une seconde. Les minutes peuvent durer des heures. La toquante se pose une seconde. Les minutes peuvent durer des heures. La toquante se pose une seconde. Donc, comme on l'a fait avec la piste de snare top tout à l'heure pour éliminer les reprises du kick et du charlet, on va utiliser le routing interne du plugin pour transformer la section dynamique en un déesseur. En gros, je vais router tous les traitements fréquentiels vers le sidechain de la section dynamique pour traiter en amont le signal qui déclenche l'action du compresseur plutôt que le signal audio lui-même. Avec le filtre passe haut et les bandes bas et bas médium, je limite la bande passante pour me concentrer sur une plage de fréquences très étroite. Ensuite, j'utilise la bande des hauts médiums pour zoomer sur les consonnes sifflantes, donc les S. Je peux écouter uniquement le signal du sidechain pour trouver la fréquence précise que je cherche, généralement autour de 6 kHz pour les sifflantes. Peuvent durer des heures. La toquante se pose. Ensuite, avec le gain, je contrôle la quantité de compression. Plus je booste les sifflantes, plus elles font réagir le compresseur. En d'autres termes, la quantité de de-essing est proportionnelle au gain appliqué en amont. La toquante se pose une seconde. La toquante se pose une seconde. La toquante se pose une seconde. La toquante se pose. Un autre truc cool sur ces plugs SSL 4KE, ils ont émulé la distorsion harmonique des transfos, du préamp et des VCA. On va tester ça pour comprendre ce que ça rajoute au schmilblick. Donc tu appuies sur le petit bouton mic et tu montes le niveau. Et on a une production de distorsion harmonique avec une prédominance des harmoniques impaires, 3e, 5e, 7e. Bon, là, on clip. Donc ça peut être cool sur plusieurs sources, des batteries, des voix, la guitare basse. Donc là, on voit harmonique paire, harmonique impaire, paire, impaire. Donc on voit bien que ce sont principalement, il y a une prédominance des harmoniques impaires. On va passer au VCA. Donc en fait là il suffit juste de monter le fader et ça commence assez tôt, on voit assez tôt un ajout d'harmonique, donc harmonique paire, seconde harmonique, troisième, donc la seconde harmonique par rapport à la fondamentale c'est un octave au-dessus, donc ça enrichit le son de façon subtile et harmonieuse. Donc tu produis des harmoniques en montant le fader et ensuite tu gères ton niveau de sortie, histoire d'avoir un bon gain staging, une bonne structure du gain. Et voilà. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'aura aidé. N'oublie pas de choper mes fiches de travail, tu trouveras leur lien en description. Bon, j'y vais, et merci pour le café, gringo. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire et à parler de la chaîne autour de toi. En tout cas, on se voit bientôt, même heure, même endroit. Allez, salut!